Bien, bonjour à tous. Pour me présenter, je suis Eric Debert, je suis directeur technique de l'entreprise Datalchemy. Et vous êtes les bienvenus pour cette conférence où on va parler des nouvelles architectures du deep learning. Et je vous avoue une satisfaction personnelle réelle. Pourquoi? Parce que souvent, ces webinaires, on essaye de lier quand même à des sujets métiers, à des applications fonctionnelles, pour que ce soit particulièrement intéressant. Là, on va essayer de garder le lien avec tout ce qui se passe actuellement en termes de LLM, d'agentic, etc. Mais là, pour la rentrée, on va se concentrer sur des nouvelles architectures deep learning qui s'annoncent très prometteuses. Alors, même si on n'a jamais la certitude, évidemment, de ce que l'architecture va marcher, hein, il y a eu des tonnes de fois dans l'histoire du deep learning de nouvelles architectures qui sortent, qui intéressent tout le monde et qui finalement ne vont pas très loin. Récemment, on a eu le Mamba qui s'est imposé à un ou deux endroits, mais pas autant qu'on l'aurait voulu. En 2017, M. Hinton proposait les capsule networks qui ont créé une véritable effusion dans le domaine jusqu'à ce qu'un an plus tard, on réalise que ça ne servait pas à grand-chose. Donc d'habitude, on se méfie un peu, mais là, vu que c'est d'ailleurs notre travail de suivre la recherche académique pour nos clients, eh bien, on a identifié des candidats qui, 80-90% de probabilité, et je n'assumerai pas cette estimation, devraient quand même modifier l'écosystème, l'environnement du deep learning sur les années à venir. On va parler langage et image. On va faire un grand écart au milieu parce qu'on voulait ouvrir un peu les choses et que nous, Datalchemy, alors je vais le faire très très vite, hein, on est une entreprise, on a deux spécialités. Une, c'est suivre la recherche académique et évidemment la filtrer, la pondérer, la questionner. C'est pas parce qu'une publication scientifique sort que forcément c'est intéressant. Et on a une deuxième spécialité qui est l'industrialisation du deep learning. Donc, poser la question, nous on fait ça depuis 2019, comment transformer un POC, un modèle, en projet qui marche pour de vrai, qu'on peut tester, d'intestable, sur lequel on peut itérer, etc., etc. Bon, clairement, vous n'êtes pas ici pour écouter une présentation commerciale, donc avec votre permission, je vais enchaîner. Juste autre chose, si jamais vous avez des questions à poser, vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous le posez dans la discussion de cet échange et l'incroyable Amandine ou l'incroyable Benjamin me coupera la parole pour me dire qu'il y a une question, ce pourquoi je le ou la bénis. Soit vous estimez que c'est une question qui est un peu tricky, qui engage la confidentialité, etc., ce qui arrive très régulièrement, auquel cas, vous nous envoyez un mail, vous me faites un petit message LinkedIn, on prend un quart d'heure de visio, il n'y a pas de problème. Dernier point, sachez-le, et d'ailleurs même je vais l'illustrer. D'ailleurs, on a un nouveau site, on est un peu content. On publie aussi des articles, notamment liés aux conférences, mais avec beaucoup, beaucoup plus de détails. Typiquement, en juin dernier, on avait parlé du Behavioral Machine Learning, qui est en fait à quel point est-ce qu'on peut prétendre qu'un LLM joue un rôle d'être humain ou d'acteur humain, de près, de loin ou de très loin. Eh bien, là, vous avez l'article qui est sorti depuis plus d'un mois, je crois, où vous avez beaucoup plus de détails techniques, si ça vous intéresse. Et ceci étant dit, cessons un peu les spoilers et commençons à parler de ces nouvelles architectures. Et donc, on va commencer par le traitement du langage, sans surprise, parce que depuis que GPT-4 est sorti, vous ne l'avez pas raté, on observe une révolution. Alors, techniquement, oui, il y a une révolution, même si en implémentation, ce n'est pas si évident que ça. C'est aussi une révolution sociale et économique. Hein. Aujourd'hui, je ne connais plus une seule direction générale qui ne se dise pas qu'il faut faire de l'IA. Ce qui d'ailleurs n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que faire de l'IA pour faire de l'IA, en général, ce n'est pas forcément très passionnant. Et donc, nos large language models, nos LLM, en fait, sont tous basés sur la même architecture. Petit retour en arrière, on est en 2017 et Vasvani et ses camarades proposent une architecture qui s'appelle le Transformer. C'était une architecture alors qui perdait en élégance à l'époque. À l'époque, on avait une guerre entre les modèles dits récurrents, LSTM, RNN, et les modèles convolutifs avec attention pour savoir lequel était le meilleur pour le langage. Donc, il y a eu une guerre qui a duré 2 ans dans l'académie et en 2017, Vasvani a mis tout le monde d'accord. Non pas que c'était plus pertinent en termes d'architecture interne, empiriquement, les résultats étaient meilleurs et surtout, pourquoi le transformer s'est imposé partout? Parce qu'il était scalable. Alors, je m'excuse, le terme est anglais. Ce que je veux dire par là, c'est que on pouvait augmenter la taille du réseau de neurones et on augmentait empiriquement les résultats en sortie. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint beaucoup une des courses, une des directions du deep learning depuis 2012, qui est qu'on ne comprend pas grand-chose à ce qu'on fait. Aujourd'hui encore, hein, on a des approches comme la circuit complexity qui essayent de déterminer ce qui se passe dans un transformer, mais ça reste des pieds à aller aujourd'hui. Et d'une manière générale, l'interprétabilité du deep learning, c'est un cauchemar. Donc voilà.
Mais cette direction de chercher ce qui est de plus en plus gros, c'est une direction qui donnait de meilleurs résultats, donc que tout le monde a suivi. Donc ces transformers se sont fortement imposés, notamment en langage, mais pas que. Ils se sont aussi imposés en vision, ils se sont aussi imposés en graphe, en génération, etc. etc. Et depuis 2017, on a eu de nouvelles architectures qui ont été proposées. J'en parlais tout à l'heure, mais le Mamba notamment, qui quand il est sorti intéressait beaucoup de monde, notamment parce qu'il parlait à cette volonté d'intuition. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques qui travaillent dans le monde du deep learning, nous sommes frustrés. Nous sommes frustrés parce que oui, on fait de l'empirisme, oui, on travaille sur des distributions de données, on peut dire plein de choses intelligentes dessus, mais un réseau de neurones, en général, c'est un système entrée-sortie. À la limite, on va aller chercher des états intermédiaires qu'on va appeler embedding en priant pour que la réduction de dimensionnalité du modèle conserve une valeur sémantique, conserve le sens de l'information, mais on n'a pas grand-chose d'intéressant. Et il y a quelque chose qui se passe depuis 2 ans, c'est l'arrivée, enfin depuis plus que ça d'ailleurs, depuis 2020, c'est les modèles de diffusion. Alors les modèles de diffusion, je vais en parler, c'est une nouvelle approche qui notamment s'est imposée en génération d'images, c'est une approche qui s'est imposée aussi dans d'autres domaines, et pour les langages, ça fait 2-3 ans que des gens essayent de faire de la diffusion sur le langage. Je vais après expliquer pourquoi c'est intéressant. Néanmoins, là j'ai besoin d'être très honnête, très transparent avec vous. Pourquoi est-ce que tout d'un coup j'ai envie de parler des modèles de diffusion en langage aujourd'hui? Parce qu'il y a eu une annonce et que Gemini, donc Google, a annoncé son nouveau modèle de langage basé sur la diffusion. Et ça, pour moi, ça reste un indicateur qu'il s'est passé quelque chose. Et si Google, une entreprise gigantesque qu'on ne présente pas, qui chaque semaine est en train de tester des centaines, des milliers de combinaisons d'architectures de modèles différentes, a décidé de partir sur la diffusion, c'est qu'ils y ont vu quelque chose de très intéressant. Et c'est l'annonce de Gemini Diffusion qui m'a forcé à me poser 2-3 questions et qui justifie qu'aujourd'hui, je vous présente 2 grands travaux pour vous introduire ce que peut être la diffusion en traitement du langage. Alors, avant de rentrer dans le détail de ces publics, peut-être rappeler ce qu'est la diffusion. Le concept de diffusion, c'est un paradigme qui est très, très nouveau dans le monde du deep learning. Enfin, très nouveau, encore une fois, ça date de 2020-2021, mais c'est nouveau en ceci qu'on change complètement d'approche. D'habitude, quand je fais du deep learning, j'ai un réseau de neurones. Je peux le voir comme une boîte noire, une grosse black box, et c'est de l'entrée-sortie. Je mets un truc en entrée, j'ai un truc en sortie, je suis content. Enfin, je suis content, ou pas, mais c'est ce qui se passe. L'approche de la diffusion, elle est très différente. On va avoir, ici, c'est des exemples qui viennent de la première publication qui a appliqué la diffusion aux images. On va voir la donnée qui nous intéresse, ici une image, et on va bruiter, donc rajouter du bruit, corrompre l'image, itérativement, d'étape en étape. Donc là, je pars de la droite et je vais vers la gauche jusqu'à arriver à x grand t, qui là, c'est purement du bruit. Pour les matheux, c'est une gaussienne, moyenne 0, variance de 1. Bon, ça, c'est pas très dur. Je prends de l'information, ça peut être du langage, de l'image, de l'audio, ce que je veux, et peu à peu, je rajoute du bruit jusqu'à avoir uniquement du bruit, plus aucune information valable. Eh bien, les modèles de diffusion, c'est des réseaux de neurones qui vont apprendre à partir du bruit et à régénérer l'image. Donc, ils vont partir du bruit et incrémentalement, peu à peu, ils vont enlever un peu de bruit jusqu'à obtenir la donnée initiale qui nous intéresse. Donc, pour une image, la bruité, c'est trivial, et je vais entraîner un modèle de diffusion à partir d'un bruit, peu à peu, à générer l'image finale. Là, vous avez 2 exemples où à gauche, vous avez le bruit total et d'itération en itération, on a une image qui apparaît. Bon, évidemment, on n'est pas dans la qualité de ce qui peut apparaître aujourd'hui. Ça vient vraiment de la publication originale de 2020. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est imposé en image. Et d'ailleurs, les premiers modèles génératifs en image, les Latent Diffusion Models, c'était la diffusion. Et c'est ça qui a lancé d'ailleurs la révolution de générer des images qui sont intéressantes à partir de bruit. On était en 2022, 2021, si j'en crois la résultat. Donc, au début, ça s'est imposé sur l'image. Très vite, ça a marché pour l'audio. Et il s'est passé quelque chose, c'était en 2023, et ceux parmi vous qui nous suivent sont peut-être déjà au courant et peut-être s'en rappellent. En 2023, on a eu une grosse surprise parce qu'on a eu les Diffusion Policies. C'était une approche de Toyota Research et Stanford qui faisait du renforcement du contrôle robotique avec la diffusion. Ce que je veux dire par là, c'est que on avait du bruit, et à partir de ce bruit, on générait, conditionné sur des observations, les actions qu'on allait donner au bras robotique. Déjà à l'époque, si ça vous intéresse, on a encore l'article sur le site qui parlait des limitation learning. Déjà à l'époque, ça nous avait un peu scié parce que faire de la diffusion
sur du contrôle moteur, c'est assez incroyable et assez sidérant. Néanmoins, jusqu'à très récemment, la diffusion en langage, ça posait question, mais ce n'était pas plus pertinent que ça. Ceci dit, attention, quand je dis ça, je ne peux pas comparer les architectures en tant que telles. C'est un peu dur. Pourquoi? Parce que à partir du moment où les LLM ont bien marché, beaucoup de gens se sont énormément concentrés dessus. Ils ont concentré aussi leur effort sur de l'optimisation, de l'inférence, etc. Et donc, on a aujourd'hui encore un gain réel à utiliser des modèles de langage, des LLM, parce que les technos commencent à être un peu moins immatures que ce qu'on peut avoir ailleurs. Et donc, la première publication qui aujourd'hui est centrale si on veut s'intéresser aux modèles de diffusion, c'est les Large Language Diffusion Models. Et la complexité, pourquoi cette approche est intéressante? Parce que quand les gens faisaient de la diffusion sur le langage, ils n'arrivaient pas à faire le scale-up. Ce scale-up qui reste une des boussoles, tristement, mais une des boussoles du deep learning. J'ai une architecture, si je ne peux pas augmenter sa taille et avoir de meilleurs résultats, ça ne m'intéresse pas. Vous remarquerez que à ce stade, tout ce qui est interprétabilité et compréhension de ce qui se passe dans le réseau de neurones, c'est parti à la poubelle. On s'en fiche. Néanmoins, il y a un énorme attrait de la diffusion. Et là, je vais peut-être reprendre le schéma. Quand je fais du transformer, quand je fais du LLM, je vais avoir un prompt en entrée du langage et je vais générer du texte en sortie. Et ce qui va se passer, c'est que mon prompt en entrée va passer dans le bloc dit d'encodeur, il va être transformé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et une fois que j'ai fait cette transformation, je vais appeler la partie droite, qui est le décodeur, autant de fois que je vais générer de tokens. Autrement dit, je vais générer un premier token. Un token, c'est un bout de mot. Ensuite, je vais remettre ce premier token en entrée pour générer le deuxième token, etc., etc. Donc, typiquement, si je génère 1000 tokens, je vais appeler 1000 fois le décodeur. C'est pour ça que quand on appelle des LLM, le prix au token de sortie est largement supérieur au prix au token d'entrée. Il y a une logique, j'ai envie de dire, de coût directement. Mais ça, c'est un problème parce que ça fait que tout ce qui est appel LLM est extrêmement lent. Et dès lors qu'on passe sur une dimension dite d'agent, j'aime pas beaucoup ce terme, mais je vais l'accepter, eh bien forcément, c'est quoi des agents? C'est des LLM spécialisés qui se parlent entre eux ou qui interagissent avec des sources. On multiplie les appels LLM. Et la grande blague de tout l'agentic AI, c'est que oui, c'est sympa et ça peut faire des trucs incroyables, mais ça coûte extrêmement cher. Donc voilà. Et donc, le Liada, ça a été le premier travail qui a été intéressant. Alors, attention, je ne vous dis pas demain d'utiliser ça. Là, les auteurs se comparaient au Llama 2 et au Llama 3. Mais déjà, c'est une pierre angulaire. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on a réussi à faire ce scaling, à augmenter la taille du modèle et avoir de meilleurs résultats. Là, vous avez un ensemble de datasets parce qu'aujourd'hui, juger un réseau de neurones, c'est juger sur des datasets fixes, des benchmarks, en priant pour que les auteurs du modèle, évidemment, n'aient pas triché. Cette prière n'engage que ceux qui veulent bien la faire. Néanmoins, ce n'est pas inintéressant de voir que notre Liada à 8 milliards de paramètres est compétitif au Llama 3 et il est visiblement supérieur au Llama 2. Là, on a passé une étape parce qu'on peut commencer à se comparer à des LLM de référence. Donc, 3 grandes innovations. Donc, la scalability, j'en ai parlé. Le in-context learning, ça aussi, c'est important. Et on reparlera de chain of thought ensuite. Est-ce que je peux injecter des steps intermédiaires pour essayer de forcer une meilleure réponse et de forcer une forme de, mettez des guillemets par pitié, raisonnement dans l'approche du LLM. Et un point qui, là, peut être un peu plus sujet à caution, mais qui est très argumenté dans la publication, la capacité à adresser un problème de droite à gauche, en sens inverse. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai dit dans la génération du transformer, vu qu'on génère les tokens au fur et à mesure, on a un biais de génération qui va de gauche à droite. Alors, par rapport à l'entrée, évidemment, on prend tout d'un coup, et le mécanisme d'attention est là pour pondérer tout avec tout. Donc, on n'a pas ce problème de directionnalité sur l'entrée. Par contre, en génération, on l'a. Alors, comment est-ce qu'on fait de la diffusion? Alors, évidemment, je survole un peu le problème. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à les poser, voire à demander un rendez-vous pour en parler. Mais l'idée, c'est que j'ai des tokens. Alors, attention, ce n'est pas forcément précisé directement dans les publis. On ne travaille pas sur les tokens directement. On entraîne un petit modèle de langage à générer des embeddings, c'est 1 ou 2 couches, et on travaille sur ces embeddings. De même que Rombach et al. Sur l'image, travailler non pas sur l'image, les pixels de l'image, mais travailler sur ce qui sortait d'un auto-encodeur VQ-VAE. Et donc, on a 3 grandes phases. 2 phases d'apprentissage et une phase d'utilisation. Première phase, self-supervised training. Self-supervised, auto-supervisé. On n'a pas de cible, on n'est pas en supervised learning, on a des tonnes de phrases et on s'intéresse à des notions de cohérence dans la phrase. De même que quand j'entraîne un LLM, je vais masquer des mots ou couper la fin de la phrase et l'entraîner à retrouver.
Donc, on va avoir nos embeddings issus des tokens. On va choisir aléatoirement des tokens dedans. On va masquer. Loi uniforme entre 0 et 1. Donc, on va le masquer aussi progressivement. Et on va avoir un petit modèle, enfin un petit modèle, il n'est pas si petit que ça, hein, un modèle qui est le transformer, dont le but, alors ce transformer ne fait pas de la génération autorégressive comme ce qu'on a vu, il génère en one shot ce qu'on a masqué. Donc là, en fait, on entraîne un modèle à dire, voici une phrase, mais je t'ai masqué des éléments, retrouve-moi ce qui a été masqué. Ça, c'est le premier entraînement qui, évidemment, est lourd et crame la planète pendant une semaine. Suite à quoi, là, on a envie de spécialiser le modèle sur une capacité à répondre. Donc, on va avoir des couples phrases, questions, prompts et réponses. On va les concaténer. On ne va pas se prendre la tête, hein, on va les mettre l'un à la suite de l'autre. On va masquer des éléments de la réponse uniquement. Et là, on va réentraîner, et même on va le spécialiser, on est dans du fine-tuning, notre prédicteur de masque, notre transformer, pour essayer de trouver ce qu'on a masqué. Donc, à l'issue de ces deux phases, on a fait l'entraînement. Ben là, on peut utiliser le modèle. Et quand on va utiliser le modèle, on va avoir un prompt. On va s'attendre à avoir une réponse dont on va fixer la taille. Ça, c'est un petit peu dangereux. Et j'insiste dessus parce que on perd l'autorégressivité du transformer. On est très content. On perd quelque chose de lourd. Mais on perd aussi un mécanisme qui permettait d'avoir une réponse de taille variable. Ça, les auteurs en parlent très peu. Mais dans d'autres publications qui citent celle-là, si ça vous intéresse, vous le verrez, les gens posent cette question et ce n'est pas une question triviale. Et bien donc, on a une réponse au début qui va être considérée comme complètement masquée. Et on va itérativement, depuis ce bruit, démasquer, générer en fait ce qu'il faut enlever comme bruit pour arriver à notre prompt et notre réponse. Et là, on a notre réponse, on peut la renvoyer. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le détail technique pour éviter de vous perdre et avoir le temps de parler de tout. Alors, à noter quand même, et ça j'en veux un peu aux auteurs, parce que quand on lit la publication, on ne voit pas ça, et quand on commence à fouiller les annexes, on se rend compte que ce qu'ils font pour de vrai, en fait, ils trichent un peu. Par rapport à la promesse initiale de dire, il n'y a plus ce côté autorégressif où on génère les trucs au fur et à mesure, eh bien, on se rend compte dans l'annexe qu'en fait, si. Alors, c'est moins caricatural que sur le transformer. On ne va pas générer token après token. Néanmoins, ce qu'ils proposent, c'est une approche en fait dite semi-autorégressive. Vous avez le titre de la figure ici. Et en fait, on a le prompt, on va diviser la réponse en blocs et on va générer les blocs les uns après les autres. Bon. Ce n'est pas non plus inintéressant, malgré le côté un peu déceptif par rapport à la promesse de la publication, parce que ça nous donne un moyen de contrôler un peu ce qui se passe et si les résultats ne sont pas bons, de jouer sur la division en blocs. Et c'est quand même plus intéressant que l'approche autorégressive transformer, parce que là, je choisis la taille de mes blocs et du coup, je peux espérer ne pas être au token. Ceci dit, j'avais besoin de pondérer un tout petit peu les affirmations des auteurs. Alors, en termes de résultats, on va commencer par faire le tableau de droite. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le LIADA, donc c'est la nouvelle publication, un Llama 3 à 8 milliards et un Llama 2 à 7 milliards. À noter un point important. Quand j'entraîne un LLM, j'ai deux apprentissages. J'ai un apprentissage auto-supervisé et en général, ensuite, j'ai l'apprentissage dit d'alignement où je vais faire ce qu'on appelle du reinforcement learning by human feedback. Donc, j'ai une approche de renforcement avec définition de récompense à partir de retour humain. Et aujourd'hui, cette approche renforcement en post-training est super importante. Bon, là, pour le LIADA, ce post-training est remplacé par le supervised fine-tuning, qui est l'approche B. Et donc, ce que j'observe, c'est que le LIADA est meilleur que le Llama 2, et d'une manière quand même assez claire. On voit souvent dans les publis des chercheurs se réjouir parce qu'ils ont gagné 1%. Là, on est largement supérieur. Général, mathématiques, code, il y a d'autres choses. Allez voir la publi si vous voulez les résultats vraiment détaillés. Et qu'on est un peu en dessous du Llama 3, parfois nettement en dessous, mais qu'on s'en rapproche quand même. Donc ça, c'est intéressant. À gauche, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer par décrire ce qui se passe et après, je vais vous expliquer l'intuition que j'ai là-dessus, qui n'engage que moi. Là, en fait, les auteurs ont travaillé sur une approche de complétion de poèmes, mais dans deux sens. J'ai un poème en chinois. Forward, j'ai par exemple les 4 premières lignes du poème. Est-ce que je peux prévoir la suite? Et reversal, je pars de la fin. Est-ce que je peux trouver le début du poème? Alors, en termes de résultats, GPT-4o en forward est bien meilleur que l'IADA, et même le Qwen est meilleur. Par contre, en reversal, le LIADA est meilleur. Pourquoi c'est intéressant? Parce que effectivement, la gestion de problèmes, enfin de problèmes inverses, non, c'est pas le bon terme, mais la gestion en fait d'une suite d'informations en sens inverse. Alors dans le langage,
quand on est occidentaux, on ne voit pas l'intérêt, mais je me permets humblement de rappeler que beaucoup de langages sur cette terre, enfin beaucoup aussi quand même, en termes de nombre de population, c'est assez incroyable, ne lisent pas de gauche à droite forcément. Et même au-delà de ça, quand on va au-delà du langage et qu'on est sur de l'information, voire de la série temporelle, parfois le sens de gauche à droite n'est pas naturel. Donc là-dessus, il y a un véritable argument sur la diffusion, et cet argument s'explicite par l'architecture. Encore une fois, un transformer génère de gauche à droite, c'est un prior d'architecture. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un biais de fonctionnement inhérent à l'architecture, là où la diffusion est quand même un peu plus massive, génère à peu près tout en même temps, modulo l'approche semi-autorégressive, donc est un peu plus intéressante. Maintenant, pour de vrai, quand je vois ça, je ne suis pas extrêmement content pour plusieurs raisons. Déjà, d'une manière brute, bon, dire qu'on gagne 4% par rapport à Qwen 2, est-ce que c'est pertinent? Bof. Ça dépend quand même du problème. Et l'impression que j'ai, mais c'est une impression, hein, c'est une intuition, je peux me tromper, c'est que les auteurs vont surtout faire ça pour pouvoir dire on est meilleur que GPT-4, avec une petite ACS qui disait quand on fait du poème inverse chinois. Voilà. Et je les soupçonne d'avoir voulu affirmer ça, parce que en plus, l'IADA ici a été un peu entraîné sur ce dataset. Alors, on espère que les auteurs, effectivement, ont fait attention en termes de tests et traînes, mais voilà, la comparaison n'est pas très honnête. Mais donc, voilà pour le LIADA, qui est une approche fondamentale. Et si vous voulez vous intéresser à la diffusion dans les LLM, c'est le premier travail, à mon avis, à regarder. Un deuxième travail qui est beaucoup plus récent, je ne vous promets pas qu'il est formidable, mais c'est probablement un des plus pertinents à date, c'est Diffusion of Thought et c'est reproduire la Chain of Thought. Alors, peut-être un petit rappel, la Chain of Thought, c'est des chercheurs de Google qui l'ont trouvé, ça commence à dater, hein, ça a plusieurs années. Et aujourd'hui encore, alors que des tonnes de chercheurs ont travaillé les prompts jusqu'à la nausée, eh bien, on n'a pas beaucoup mieux. La Chain of Thought, c'est de dire, et je vais prendre le schéma à gauche, j'ai une question et je veux la réponse. Pourquoi pas? Là, a rope takes 2 bolts of blue fiber and half, that much white fiber, sorry, désolé pour mon accent anglais, bon voilà. Une robe prend tant d'éléments bleus, tant d'éléments blancs, combien d'éléments il me faut? On veut la réponse. L'approche Chain of Thought, ça va être de donner des exemples dans le prompt, mais ces exemples, on ne va pas juste donner la réponse, on va donner des étapes, et tout le temps les mêmes. Pourquoi? Parce qu'un LLM, vu qu'il a été entraîné à modéliser la distribution de langage, si dans les exemples que je lui donne pour faire du one-shot, few-shot, je lui donne un raisonnement, voilà, je fais ce calcul, puis ce calcul, j'ai de grandes chances qu'il essaye de reproduire ce calcul. Et en faisant ça, il aura des résultats avec moins d'hallucinations. Donc, Chain of Thought, c'est intéressant et aujourd'hui, c'est incontournable en LLM. Même vous, si vous faites des prompts, j'imagine, et si vous ne le faites pas, faites-le, que vous faites du Chain of Thought. Eh bien, la question qui s'est posée quand la diffusion est arrivée dans le langage, c'est comment reproduire cette Chain of Thought. Donc, pareil, je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, mais ça, c'est un des travaux qui reproduit d'une manière intéressante la Chain of Thought. Et ce n'est pas au final si sorcier. Il y a des détails sur comment scaler le training, etc. à l'intérieur et comment propager la loss. Hein. Mais j'ai mon problème. Et ce que je vais faire dans mon point, je vais avoir des exemples. Je vais soit en single pass, du coup, lui demander de générer plusieurs éléments et espérer, prenons le bon terme, que dans ces éléments, je retrouve mes étapes. Soit le multipass qui est un peu plus intéressant, où là, je vais lui faire générer, donc en entraînement, en inférence, les étapes avant d'avoir la réponse finale. Donc, je vais imposer cette approche de Chain of Thought à la diffusion, je vais l'utiliser en entraînement, et effectivement, ça va permettre d'avoir de meilleurs résultats. Typiquement, ça, c'est les résultats où ils sont repartis d'un PLAID, P-L-A-I-D. Alors, pareil, PLAID, si ça vous intéresse, j'en parle pas ici parce qu'il faut choisir ses combats, mais c'est une des architectures de diffusion de langage les plus utilisées à date. Ce n'est pas un large language diffusion de modèle. Mais voilà. Et donc là, on a un modèle qui va prendre en effet des questions où on doit faire du calcul mathématique. On observe les étapes ici qui doivent être produites pour arriver à la bonne réponse. Et dans ces étapes, eh bien, on va partir de la version potentiellement plus ou moins bruitée. Et par itération, on va observer par projection des embeddings qu'il va générer peu à peu les bonnes étapes pour arriver au bon calcul. Alors, pareil, je ne suis pas là pour vous dire « Regardez, c'est génial », parce que personnellement, je déteste les conférences qui font ça. Et bon, autant avoir une valeur ajoutée. Ici, quelqu'un d'un peu curieux pourrait être surpris. Attendez, je ne comprends pas, le truc est supposé partir de bruit. Or, dès le début, j'ai des étapes avec du calcul, etc., etc. Il y a deux blagues. Il y a une blague qu'ici, le modèle est spécialement entraîné à générer du calcul. Donc, le modèle de diffusion, en fait, il ne sait pas générer du langage. Ça, c'est un peu dommage parce que du coup, pareil, on compare des choses qui ne sont pas forcément comparables.
même pourquoi pas. Et il y a aussi le fait qu'ils ont des heuristiques pour avoir une première projection qui soit la moins stupide possible. Ceci étant dit, c'est un autre élément important. Et peut-être pour conclure avant de parler images, aujourd'hui, vous n'allez pas forcément faire de la diffusion. Par contre, si vous travaillez avec des LLM, il y a deux options. Déjà, vous êtes juste consommateur d'outils AI, mais il y a de grandes chances que la diffusion arrive aussi chez OpenAI, chez Mistral. En général, Google est quand même un bon prescripteur et Google a bien rattrapé le retard qu'ils avaient sur OpenAI. Alors, ça peut être un débat sans fin, mais aujourd'hui, en termes de rapport qualité-prix, Gemini est un peu au-dessus du reste, sauf si on rentre dans le code spécifique, on pourrait parler de Claude. Bon. Ceci, il faut pondérer par le fait qu'aujourd'hui, Google, OpenAI choisissent de perdre de l'argent en nous laissant ces outils à disposition. Mais bon, il est probable que la diffusion arrive dans les outils demain, dans GPT, etc., etc. D'ailleurs, si ça se trouve, il y a déjà de la diffusion en GPT, parce que de toute façon, OpenAI ne communique absolument pas sur ce qu'ils font en interne. Bon, ça, c'est une possibilité. Et si vous êtes data scientist, data engineer, ben, le conseil que je vous donnerai aujourd'hui, c'est commencer un peu à regarder, si vous ne maîtrisez pas ce qu'est la diffusion parce que vous n'avez fait que du LLM, ben, allez regarder un peu ce qui se passe, quand même, parce que c'est une vague de fond, la diffusion. Hein. On la trouve en renforcement, en images, en audio, etc. Et si ça vous intéresse, il y a des articles qu'on a publiés sur notre site. Aujourd'hui, on sait qu'un modèle de diffusion va avoir une stabilité d'entraînement réellement supérieure à ce qu'on aura sur des architectures. Je ne vais pas rentrer dans les différentes théories, parce qu'il y en a plein et aucune n'est définitive, mais l'intuition que je peux vous proposer, c'est que ce débruitage incrémental joue un rôle de régularisation de la réponse qui, quand même, diminue fortement le n'importe quoi. On peut encore halluciner, hein, mais voilà, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, cette stabilité, cette capacité de contrôle, plus le fait que potentiellement, ben, ça permet de moins payer en termes de génération, et ça, c'est un argument qui intéresse tous les acteurs, bien, il y a de grandes chances quand même que la diffusion arrive après-demain dans les outils de langage, ou tout du moins sur les modèles. À ce stade, si vous êtes frustré parce que j'en ai pas assez dit, je m'en excuse, mais j'ai un autre sujet de vision, et là, le but, c'est faire un peu un tour d'horizon de ces vagues qui arrivent. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les donner. Et donc, jusqu'à l'interruption qui sera légitime, eh ben, on en profite aussi de cette conférence pour vous présenter deux travaux qui clairement posent d'énormes questions sur la computer vision. Alors, je vais surtout me concentrer sur le VGGT, parce que là, honnêtement, il s'est passé quelque chose. Après, je parlerai un tout petit peu de Dino V3, sachant que si vous faites de la computer vision, potentiellement, vous connaissez déjà les dinos, et là, c'est quelque chose qui va aller directement dans votre boîte à outils. Donc VGGT, et ces deux travaux viennent de Meta. Alors, je ne suis clairement pas un fan de Zuckerberg ou de Meta en tant qu'entreprise. Je ne suis même pas sûr d'avoir encore un compte sur un réseau social à part LinkedIn. Mais force est de reconnaître que depuis des années, Meta AI est un excellent laboratoire en computer vision. Déjà parce qu'ils font des choses incroyables. Hein. Segment Anything, la V2 est sortie, et chaque fois qu'ils ont sorti une version de Segment Anything, tout le monde s'en est servi pour faire de la segmentation et l'adapter à ses problèmes de segmentation. Dino, alors j'en reparlerai, je ne vais pas en parler beaucoup, mais c'est un élément, enfin, remarquez si, il faut que j'en parle parce que le slide d'après, je présente l'architecture. Ben, j'en parlerai sur le slide d'après, mais Dino, c'est devenu en fait un élément de la boîte à outils fondamental quand on travaille en image. Eh bien, VGGT, là, on a quelque chose alors qui est lourd, très lourd, et ça, c'est quelque chose que nous, on n'apprécie pas en interne à Data Academy, parce que plus un outil est lourd, et ben, moins l'industrialisation sera évidente, mais là, quand même, il s'est passé quelque chose. Et avant de rentrer dans les détails d'architecture, qu'est-ce qu'on fait avec le VGGT? VGGT qui d'ailleurs a remporté pas mal de prix de conférences cette année. Hein. Eh bien, on a une collection d'images, de photographies prises de la même scène. Voilà, là, je prends des photos d'une devanture de maison avec un jardin. Je vais mettre toutes ces photos en entrée du modèle. Et en sortie, je vais avoir plein d'informations différentes, notamment la position de la caméra pour chaque photo, notamment des depth maps, donc des cartes de profondeur pour chaque photo, un nuage de points qui est assez cohérent, et des correspondances interpoints. Et là, il s'est passé quelque chose, et ceux qui parmi vous font de l'image et de la 3D, peut-être connaissent les NeRF, Neural Radiance Fields, qui, depuis 2019, sont une approche qu'on utilise de plus en plus pour prendre justement des photos d'une même scène et générer de la 3D. Et je vous avoue que en début 2025, vous m'auriez dit c'est quoi l'avenir de l'IA pour modéliser la 3D, je vous aurais dit c'est les NeRF. Et d'ailleurs, on a fait une conférence spécialisée sur les NeRF. Bon, eh bien écoutez, encore une fois, on observe qu'en deep learning, on ne sait pas où on va, mais on y va. Ben, depuis que le VGGT est sorti, la question est à nouveau ouverte. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre approche
pour prendre en entrée un ensemble d'images et générer quelque chose de pertinent. Alors, pareil, regardons un tout petit peu la technique. Qu'est-ce qui se passe sur le VGGT? J'ai mes images en entrée. Ces images vont être divisées en patchs parce qu'on va faire du Vision Transformer dessus. Je vous disais au début que le Transformer s'est imposé partout. Depuis 2020, le Vision Transformer s'est imposé partout et a remplacé le convolutif dans beaucoup de cas, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais ce n'est pas le débat. On a des patchs et ces patchs, on va les remplacer par des embeddings de patchs. Et là, on va utiliser Dino. J'en reparle après sur Dino V3. Donc pour chaque image, j'ai un ensemble de vecteurs qui représentent chaque patch, chaque découpage de l'image. Et puis, je vais ajouter un élément qui au début sera vide, qui sera un caméra token, un token pour l'information de caméra. Au début, je ne mets rien dedans. Je vais avoir un Vision Transformer, donc un transformer, sachant qu'on va retrouver dedans quelque chose qu'on trouve beaucoup aujourd'hui quand on observe des transformers adaptés à l'image, que ce soit en médical ou dans d'autres sujets. Eh bien, on va faire de l'attention, mais pas forcément uniquement d'une manière naïve. L'attention d'une manière naïve, c'est de dire, quand je fais ma pondération dans le mécanisme d'attention, chaque patch dépend de tous les patchs. Donc, l'évolution de la représentation d'un patch peut dépendre de tous les autres patchs, ici, de toutes les images. Donc, chaque fois que je passe dans Global Attention, j'utilise tous les autres patchs de toutes les autres images pour mettre à jour la valeur et générer quelque chose que j'espère intéressant. Et puis après, on a un deuxième bloc à chaque fois, Frame Attention, où là, pareil, chaque patch va être comparé aux autres patchs, mais à l'intérieur de chaque image. Donc là, typiquement, ici, je m'intéresse à la première image et le patch de chaque image est repondéré par rapport au patch de la même image. Et on fait ça séparément pour chaque image. On va faire ça un certain nombre de fois. Voilà, on stack la gloire du deep learning en architecture. Et en sortie, on va avoir deux choses. Déjà, on va avoir une représentation interne qui va passer dans un multilayer perceptron. Donc le MLP, c'est l'architecture qu'on a depuis 1970. Et ça va générer les informations de caméra intrinsèques et extrinsèques. Alors déjà, une première remarque, ça c'est très intéressant parce que jusqu'ici, quand on avait un ensemble d'images, il manquait une information potentiellement qui était « Ok, j'ai pris cette photo, mais où était la caméra ?» Et ça, c'est extrêmement important. Au point que quand on fait du NERF, si on n'avait pas l'information, on utilisait un algorithme qui s'appelait le CallMap, qui n'est pas le plus glorieux, mais qui marche pas mal pour essayer de retrouver ces informations. Là, c'est généré directement par le modèle. Et puis, là, on va générer une représentation et là, on va avoir un DPT, donc Dense Projection Transformer, si je ne suis pas fou, qui est un autre modèle transformer spécifique. Et le DPT, il existe depuis 1 an ou 2 et il est assez efficace. Efficace en ceci qui donne de bons résultats sans occuper trop de VRAM pour générer une information dense, donc générer de l'image, générer un nuage de points, etc. Et donc, ce DPT va générer pour chaque image 3 informations. Une depth map, donc c'est-à-dire pour chaque photographie en entrée, je vais avoir l'information de ce pixel à quelle profondeur il est. C'est une information 3D liée à l'image unique. Un nuage de points global, donc l'agrégation des informations 3D de toutes les images et du tracking de points. On va avoir des points qui peuvent être donnés en entrée sur la première image et on aura où est-ce que ces points se trouvent dans les images suivantes. Et là déjà, attendez, je vérifie ça, mais là déjà, on peut dire des choses intéressantes. Déjà, là, on est sur quelque chose de très lourd. On génère tout en même temps. Et si vous avez déjà assisté à des conférences de notre part, vous savez que c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Pourquoi? Plus un modèle est gros, plus c'est une black box, moins je peux travailler correctement. Quand ça marche, je suis content. Quand ça ne marche pas, je suis bloqué. Je n'ai pas de solution. Et je suis triste. Alors que si j'ai plein de petits modèles qui sont architecturés les uns avec les autres, je peux voir lequel de ces petits modèles est mauvais et itérer dessus. Donc, de base, je n'ai pas envie d'utiliser ça. C'est mon intuition de base. Sauf que là, on génère des tonnes d'informations qui sont liées entre elles. Et l'intuition, c'est une intuition, ce n'est pas une démonstration, c'est qu'en fait, entraîner un modèle à sortir toutes ces informations en même temps, ça a un côté régularisation. Ce que je veux dire par là, c'est que si je lui demandais de faire que les depth maps, potentiellement, j'aurais des cartes de profondeur qui seraient fausses. Sauf que là, en génération, il doit générer des cartes de profondeur qui sont cohérents avec les informations de caméra et avec les nuages de points. Donc, le fait d'avoir cette cohérence qui est imposée entre les différentes informations sorties, ça, c'est intéressant potentiellement, et on le verra ensuite, on gagne en qualité. Donc là, il se passe quelque chose. Et potentiellement, j'avoue que c'est une des premières fois que je vois un modèle comme ça qui génère des informations complémentaires avec un tel succès. Et peut-être que c'est le début
d'un nouveau paradigme du deep learning. Après tout, l'intérêt d'avoir aucune base théorique, c'est que les nouveaux champs de recherche se lancent tous les mois. Et oui, quand je dis ça, je suis un peu cynique et ironique. Mais peut-être que demain, générer des informations complémentaires et entraîner un très très gros modèle là-dessus permettra d'avoir de bien meilleurs résultats. Ceci dit, alors, déjà, quelques métriques, bon, j'en ai mis que 2 parce que multiplier les tableaux dans les slides, je pense que l'exercice est limité. Là, vous avez en haut, comparé au state of the art, l'approche sur l'estimation de la pose de caméra. Alors, je vous avoue que BA, ici, c'est un algorithme complémentaire pour robustifier les poses de caméra. Je n'ai pas envie de lire cette ligne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder plutôt le feed-forward, c'est vraiment l'entrée-sortie, pour avoir une vision brute. Et force est de reconnaître que là, non seulement on est supérieur au petit copain, on est sur de l'air sous la courbe sur les éléments intéressants, mais là, je gagne quasi plus de 10 points. Là, j'en gagne 6. On n'est pas sur du millimètre de l'épaisseur de la marge. Non, il s'est passé quelque chose. D'autant plus que, et on va en parler, le temps d'inférence est rapide. Ça, c'est intéressant. Deuxième exemple, en génération de nuages de points, bon, là, pareil, on gagne des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Et là, plus c'est bas, mieux c'est. Donc, et ça, vous verrez dans la publication, pour chaque problème lié, position de caméra, depth map, point map, tracking de points, eh bien, ils sont largement au-dessus. Donc, quelques observations. L'entraînement est horriblement lourd. Déjà, on a 64 à 100 pendant 9 jours. Alors là, le problème que j'ai, peut-être que vous avez le même, c'est que même si aujourd'hui on observe que certaines entreprises, certains groupes d'entreprises commencent à massivement investir dans du GPU, eh bien, bloquer 64 à 100 pendant 9 jours, je n'ai pas beaucoup de clients qui sont prêts à sortir ce chéquier-là. Ça coûte extrêmement cher. Donc, on est dans un cas de figure où seuls les très très gros acteurs peuvent faire ça et potentiellement, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Évidemment, ils ont un dataset où ils ont rassemblé une tonne de datasets différents. Et le problème ici, c'est que c'est dur de dire, est-ce que c'est l'architecture du modèle qui donne des meilleurs résultats ou le fait qu'ils ont regroupé des tonnes de datasets entre eux qui donnent de meilleurs résultats? Dur à dire. Bon. Ceci étant dit, vu à quel point le saut de résultat est important, il y a fort à parier que ce soit un peu généralisé. Donc le training est très lourd. Par contre, l'inférence ici est extrêmement efficace. Alors je crois qu'ils sont sur 1 à 100, 32 images, c'est moins d'une seconde de traitement. Ça, c'est intéressant. Le nombre d'images va dépendre de la VRAM disponible, sachant qu'on a une base de prise qui, je crois, est de l'ordre de 4 gigas. Je ne suis même pas sûr, il faut que je vérifie. Chaque image supplémentaire, c'est 0,2 gigas. Ce n'est pas énorme. Ce qui explique cette architecture. Cette architecture, le but, c'est être efficace. Et là-dessus, ils sont plutôt bons. Et donc, quelques éléments, et j'approche de la fin, donc il faut que je fasse attention à l'heure. Donc là, vous avez des exemples, alors il y en a plein dans la publi, mais typiquement, à partir d'une image unique qui est une peinture, réussir à retrouver en nuage de points une forme de volume 3D qui soit pertinent avec le mur, etc., là, il s'est passé quelque chose quand même. Parce que ça, je ne pensais même pas que c'était possible. Et là, vous avez l'exemple avec plusieurs images. Je crois qu'il y en a 1, 2 sur cet angle-là et un certain nombre sur cet angle-là. Eh bien, voilà les nuages de points qu'on reconstruit. Pareil, là, quelqu'un se déplace. Vous remarquerez que les images, j'ai de l'ensoleillement qui va modifier la vision, etc. Ça, c'est des conditions réelles. Ça, ce n'est pas les gens qui ont fait du cherry picking, enfin pas plus que ça, sur quelque chose qui les intéressait. Eh bien, on arrive quand même à être robuste à ça. Je parle de ça parce que les nerfs, un gros ensoleillement, c'est encore aujourd'hui un peu un problème. Quant à la ligne qui est en bas, pourquoi c'est important? Eh bien, regardez, j'ai une photo où je vois du coup un mur, et là, les points, c'est des points que j'ai fixés. Eh bien, ces points qui sont là, je les retrouve avec un angle extrêmement différent. Et le point tracking pour ces cas-là, eh bien, ce n'est pas des problèmes triviaux. Nous, on en fait beaucoup. Notamment, on bosse pour Hologard, qui est une filiale de l'aéroport de Paris sur la détection de drones. Je peux vous avouer que ce genre de résultat, ce n'est pas trivial. Donc là, il s'est passé quelque chose. Dernier point de détail avant de finir, le VGGT est sous licence Apache, donc on peut s'en servir sans craindre quoi que ce soit de la part des avocats de Meta, et merci, parce que c'est agréable. Pour finir en Computer Vision, là, il s'est passé quelque chose, mais ce n'est pas non plus une révolution, c'est plutôt la suite. C'est la version 3 de Dino. Qu'est-ce que c'est Dino? Dino, c'est un outil qui existe depuis maintenant 2021, il y a eu la V1, la V2, et le but de Dino, c'est quoi? C'est de dire, voilà un modèle qui prend en entrée des images et génère un embedding, une représentation de l'image. Et cette représentation est tellement puissante qu'ensuite,
ben, je peux déjà travailler sur cette représentation qui est beaucoup plus simple par rapport au pixel pour dire des choses intelligentes, mais je peux après entraîner un tout petit modèle sur cette représentation pour plein de tâches différentes. Point matching, segmentation, localisation. Donc on a eu Dino V1, on a eu Dino V2 qui était une pierre angulaire et qui est rentré dans la trousse à outils de tout le monde, mais Dino V2 souffrait d'un problème. C'est-à-dire que quand je mettais en entrée une image et que je récupérais l'embedding, je pouvais difficilement réfléchir sur des phénomènes localisés dans l'embedding et raconter ce qui se passe dans l'image. Typiquement, et là je prends cet exemple parce que justement à l'époque, Dino V2, ils avaient ensuite republié du coup une version améliorée pour essayer de pallier à ce problème. Mais regardez, là j'ai une image avec un petit insecte choupinou sur une fleur, et le choupinou, je l'assume. Et bien quand je regarde ce qui sort de Dino, l'embedding, ben, je vois que le maximum d'activation, il est en haut à gauche, là où il n'y a rien. Et ça, je ne comprends pas. De même que là, ben, j'ai un téléski, et ben, le maximum d'activation, le point très brillant, il est en haut à droite. Il ne se passe rien. Donc ça, c'était ennuyant parce que, ok, je faisais du Dino V2, je pouvais entraîner un petit modèle pour le spécialiser très vite. Ça, c'est génial, merci. Par contre, réfléchir directement sur l'embedding qui sort de Dino et poser des questions localisées. Ok, j'observe quelque chose à cet endroit de l'embedding. Est-ce qu'il se passe quelque chose au même endroit dans l'image? Ben, je ne pouvais pas. D'ailleurs, en détection de drone, on avait fait des tests avec Dino V2 et c'était insupportable. J'avais une caméra fixe, il ne se passe pas grand-chose. Mon drone rentre en haut à gauche. L'embedding était extrêmement perturbé, mais potentiellement en bas à droite. Eh bien, Dino V3, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, on prend les embeddings et on va faire une PCA dessus, donc une décomposition en composantes principales, et on va utiliser les 3 premières dimensions pour faire des couleurs rouge, vert, bleu. Donc là, je prends les embeddings et je les questionne d'un point de vue complètement naïf. Enfin, vraiment, je ne peux pas faire plus naïf que ça. Eh bien, regardez cette photo de chat. Là, ce que je vois, c'est l'embedding, et je vois que j'ai une information, et que notamment, je retrouve la même couleur sur l'oreille du chat, quel que soit l'angle. Donc, j'ai bien une information sémantique, avec un niveau de précision qui est variable. Eh bien, ça, c'est une révolution. Parce que la principale raison pour laquelle Dino V2, parfois, on ne s'en servait pas avant, c'était ce problème de représentativité locale. Là, ils se sont amusés sur des images satellites. Ben là, je peux regarder les embeddings, et rien que naïvement sur des couleurs, je peux dire, OK, j'ai l'impression quand même que les routes sont en violet. Ça, c'est incroyable. Et deuxième exemple de Dino V3, et je vais arrêter là. J'avoue que je n'avais pas prévu de parler de Dino V3, mais il est sorti il n'y a pas longtemps du tout, et en fait, je ne pouvais pas le rater. Là, j'ai une photographie avec des tonnes de fruits. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font les auteurs? Ils prennent un point, là, c'est la petite croix rouge. Donc là, je sélectionne mes bananes, et je cherche, en termes de contenu d'embedding, les éléments les plus proches. Je fais de la similarité de cosinus, l'agonie de l'intelligence. Eh bien, regardez, en faisant ça, je trouve mes bananes. Ou alors là, et je ne suis pas très bon en nom de fruits, et je prends mes citrouilles, et bien je retrouve mes citrouilles. Et là, il s'est passé quelque chose. Pareil pour les melons, etc., etc. Ça, il y a 6 mois, je vous aurais dit, c'est de la science-fiction. Et ça, c'est très intéressant parce que ça, il n'y a pas d'entraînement supplémentaire. Donc, pour pouvoir faire des outils d'assistance à utilisateurs non supervisés, de détection, pour pouvoir faire des heuristiques un peu vides, genre, bon, ok, j'ai localisé des bananes à 5 endroits, je fais la moyenne du vecteur et je cherche là où il y a des bananes, eh bien, on a quelque chose de crédible. Et ça, honnêtement, alors, quand même, petite alerte, on ne l'a pas encore complètement testé en interne, celui-là. Donc, potentiellement, c'est peut-être un peu décevant. Mais je vous avoue que les dinos, j'y crois beaucoup. Et d'ailleurs, pour faire le lien, VGGT utilisait Dino V2. J'ai vu passer des gens qui avaient testé Dino V3, les résultats étaient bien meilleurs, sans grande surprise. Donc, pour récapituler, côté langage, on a l'arrivée de la diffusion. Et là, quand même, on a beaucoup d'éléments qui tendent à dire que les large language models vont être remplacés par des modèles de diffusion, ou tout du moins que la question est posée très activement dans les laboratoires de recherche, avec cet enjeu, il y en a plein, hein, mais l'enjeu fondamental, c'est avoir des choses qui sont beaucoup moins coûteuses en génération, en sortie. Et ça, c'est quelque chose qu'on va suivre nous activement. Et en vision, on a déjà un nouveau modèle pour faire de la représentation 3D à partir d'une ou plusieurs images. Et ça, c'est un modèle qui est extrêmement intéressant et qui n'est pas forcément très coûteux en inférence. C'est ces 2 arguments qui en font quelque chose de vraiment pertinent. Et on a Dino V3. Alors, si vous ne connaissez pas les dinos et que vous faites du traitement d'image, allez voir, vraiment. Enfin, ça va changer votre vie. Si vous connaissez déjà Dino,
Ben, j'imagine que vous avez déjà ouvert le GitHub de DinoV3 parce que ce genre de choses, on n'a pas envie de les rater. À ce stade, j'espère que c'était intéressant et compréhensible. Si vous avez des questions, je vous en prie, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite un excellent appétit. Théoriquement, la prochaine conférence reviendra sur le rapport du MIT qui est sorti en juillet dernier, qui a dit que 95% des projets d'IA générative allaient dans le mur ou à la poubelle. Et c'est intéressant parce que c'est une occasion pour nous de répéter ce qu'on répète depuis 2019, qui est que faire des POC en IA, c'est trivial. Industrialiser de l'IA, eh ben, ça pose des horribles questions auxquelles on n'a pas forcément la réponse. Si vous avez des questions, je vous en prie. Sur les LLM de diffusion, oui, il y a eu des comparatifs en termes de temps d'inférence? Pas des masses. Pas des masses. Enfin, il y a eu des comparatifs dans le Liada. Il y a eu des comparatifs sur des modèles avec le Llama, où effectivement on est beaucoup plus rapide en génération. Ça, oui. C'est pas non plus un ratio hallucinant, mais faudrait que je regarde. Alors, apprendre avec des pincettes, dans mon souvenir, ils étaient de 2 fois à 5 fois plus rapides selon le chunking qu'ils faisaient dans le semi-autorégressif. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui, ça peut être un argument. Enfin, c'est un argument économique incontestable. C'est à mon avis pour ça que beaucoup de gens s'y intéressent. Après, le problème par rapport à des services comme OpenAI, GPT, etc., c'est vu que de toute façon, les gens qui fournissent ces services refusent de communiquer sur ce qui se passe à l'intérieur. Et encore une fois, mon intuition, c'est que ça leur coûte beaucoup plus cher que ce qu'ils facturent et que, dur à dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on appelle GPT, typiquement au Gemini, on n'appelle pas du tout un seul LLM. On appelle de l'ensembling de LLM avec des tonnes de trucs spécialisés, etc., etc. Alors, question de Mohamed. Sûreté de... Oh, Alors, je vous remercie, Mohamed, parce que vous posez une question fascinante, mais je vais essayer de répondre sans que ça prenne 1 heure. Alors, module d'IA embarqué. Question de Mohamed, donc comment est-ce qu'on envisage l'intégration de la sûreté de fonctionnement dans les modules d'IA embarqués afin de garantir la fiabilité des systèmes? Eh bien, bienvenue en enfer. Aujourd'hui, j'appelle un modèle IA, je suis dans un outil stochastique qui a été entraîné globalement sur un dataset, je n'ai aucune garantie de fonctionnement, et tout ce qui est intervalle de confiance n'engage que ceux qui les croient, à moins d'avoir fait une vraie approche bayésienne. Premier point. Deuxième point, quand on est en IA embarqué, alors je pars du principe, on parle microcontrôleur, on parle peut-être à la limite Jetson pour les trucs les plus puissants, mobiles, etc. Eh bien, on est sur des modèles qu'on doit fortement simplifier. Fine-tuning, distillation, etc., etc. Donc aujourd'hui, 2 grands éléments de réponse. Premier élément, tester un modèle IA, qu'ils sont embarqués ou pas, c'est beaucoup plus complexe que tester du software. Et les méthodes de test, je le fais vite, c'est le black box testing. Voilà, j'ai des images, je les modifie et j'observe. Je vais aller rechercher les problèmes, je vais aller rechercher les biais. Donc tout ce qui est black box testing, c'est intéressant. Les approches de neuron coverage peuvent être horriblement frustrantes, mais sont intéressantes. Et donc on a plein de petites techniques comme ça qu'on a envie de travailler. Mais le principal moyen, c'est faire de la cartographie statistique en modifiant, en synthétisant de la donnée, en forçant des annulations de neurones et en essayant de découvrir, avant qu'on soit en prod, ce qui se passe. Voilà, ça c'est le premier gros point. Le deuxième gros point, ça va ressembler à un sketch de Monty Python parce qu'en fait j'en ai 3, c'est de fuir les gros modèles qui font tout. Plus un modèle est gros, moins il est testable. Donc typiquement, si j'ai un modèle qui doit localiser des éléments dans une image et ensuite donner un label à chaque élément, je préfère avoir un modèle qui déjà localise et qui ensuite va classifier chaque élément. Outre le fait qu'en optimisation, ça va être un peu plus simple à gérer, je peux tester chaque modèle séparément. Et cette logique que j'ai exposée d'une manière très naïve, en fait, il faut le faire partout. Diviser les modèles en sous-modèles et avoir le moins d'IA possible. C'est aussi l'autre conseil que je donne. Chaque fois qu'on peut shooter de l'IA, on le fait. Quand on fait du prototype et qu'on veut faire rêver des directions ou des investisseurs, on met de l'IA partout parce que c'est l'avenir. Quand on est un ingénieur et qu'on est face au vrai sujet, eh bien l'IA, j'en veux le moins possible. Et donc, chaque fois que je peux remplacer de l'IA par de l'heuristique que je peux tester d'une manière déterministe, je suis très satisfait. Minimiser l'IA. Et le troisième point, malgré ça, j'ai quand même des surfaces de risque. Donc, chaque module IA, entrée-sortie, j'essaie de le robustifier, j'essaie de rajouter des contrôles, d'itérer sur ces contrôles, et ensuite, à un niveau au-dessus, en termes d'utilisation, eh bien, je pose la question, qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas? Et j'y réponds. Pourquoi? Parce que on aura de toute façon une surface de risque, on fait de l'IA. Enfin, je n'ai pas de solution pour mettre le risque à 0 du tout. Donc, ce risque, une fois qu'il est minimisé, il faut l'identifier et le qualifier. Et ça fait plaisir à personne. Personne n'a envie d'entendre ça, mais c'est comme ça qu'on peut réfléchir après à un niveau
utilisation, à un niveau déploiement, à un niveau redondance, comment essayer d'améliorer les choses. J'espère avoir répondu correctement et d'une manière claire à votre question. Mais c'est un cauchemar, hein. Tout ce qui est fiabilité, c'est extrêmement complexe aujourd'hui, c'est le plus dur. Si jamais vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une excellente journée.